La canonisation de Louis et Zélie Martin est un événement historique. Pour la première fois de son histoire, l'Église canonise un couple en tant que couple, et pas n'importe quel couple, puisqu'il s'agit des parents de la plus grande sainte des temps modernes, Dixit Pidis, Thérèse de l'Enfant Jésus. L'Église veut ainsi mettre en lumière une sainte famille de notre époque, et donne une réponse pleine d'espérance aux violentes attaques dont la cellule familiale est aujourd'hui l'objet. Pour autant, Louis et Zélie ne sont pas canonisés à cause de leur fille. Certes, Thérèse a fait découvrir à ses lecteurs leur visage. Par ailleurs, cette parole du Christ, on reconnaît un arbre à ses fruits, Matthieu 7, 17-20, s'éclaire à la vue de Thérèse et de ses parents. Mais son rôle s'arrête là. C'est la sainteté propre de Louis et Zélie que l'Église reconnaît, et une sainteté prophétique pour notre temps. Leur exemple nous montre en effet que la sainteté, loin d'être un idéal réservé à des âmes d'élite, consacrées ou martyrs, est un choix et une grâce offerts à tous. Louis et Zélie, malgré le siècle qui nous sépare, ont des conditions de vie étonnamment proches de celles de nos contemporains. Tous deux travaillent tout en élevant leurs enfants, courent donc après le temps, connaissent les joies et les peines d'une famille ordinaire, et meurent de maladies qui nous sont familières. Un cancer du sein pour Zélie, et pour Louis, une artériosclérose cérébrale avec des poussées d'urémie, mal qui touche le cerveau et va le conduire 3 ans en hôpital psychiatrique. Ce qui fait la sainteté des époux Martin, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont ils les vivent. Dans tous les aspects de leur vie, ils n'ont qu'une source et qu'un but, l'amour de Dieu. Loin de la désincarner, cette orientation du cœur fait de leur vie ordinaire une aventure d'amour, où ils élèvent, au sens propre, leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs voisins, même leurs employés. Comme dans les contes de fées, nous pourrions résumer ainsi l'histoire qui va suivre. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais à l'ombre de la croix. Et c'est dans l'intimité d'une famille bien réelle, ô combien attachante, que nous entrons maintenant à la rencontre des visages si humains et si saints de Louis et Zélie. Chapitre 1er. La jeunesse ou le désir de Dieu. Le 13 juillet 1858, Louis Martin épouse Zélie Guérin dans la belle église Notre-Dame d'Alençon. Il a 34 ans, elle 26. Ils ne se connaissent que depuis 3 mois, mais ne doutent pas une seconde que ce mariage soit la volonté de Dieu. Pourtant, ce n'est pas à cette vocation que ces 2 cœurs ardents avaient aspiré dans leur jeunesse. Le chemin qui les a menés l'un à l'autre manifeste combien Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Louis, tout d'abord, naît le 22 août 1823 à Bordeaux. Son père, Pierre-François Martin, est capitaine de l'armée française. Il a participé aux guerres napoléoniennes, puis vécu dans de nombreuses garnisons, Bordeaux, Avignon, Strasbourg. En 1818, il épouse Fanny Bourreau, la fille d'un de ses amis militaires, offrant lui-même la dot qu'elle ne pouvait fournir. C'est donc d'un couple uni que naissent Louis et ses 4 frères et sœurs tôt disparus. La foi de ses parents est très vivante. Un jour que des soldats demandent au capitaine Martin pourquoi il reste si longtemps à genoux pendant la messe, il répond « C'est parce que je crois ». Ses proches étaient également saisis par la manière dont il récitait le Notre Père. Quant à Fanny, c'est une femme de prière, comme le montre cet extrait d'une lettre envoyée à son fils. « Que de fois je pense à toi, lorsque mon âme, élevée vers Dieu, suit l'élan de mon cœur et s'élance jusqu'au pied du trône de la divinité. Là, je prie avec toute la ferveur de mon âme. » Louis reçoit donc la foi catholique au biberon.
De ses premières années, nous savons peu de choses. De garnison en garnison, elles sont rythmées par la vie militaire, dont Louis conservera le goût de la discipline et des voyages. En 1830, le capitaine Martin prend sa retraite et vient s'installer dans sa Normandie natale, dans la ville d'Alençon. Louis n'y fait pas d'études secondaires, mais reçoit assez d'éducation pour manifester une intelligence et un discernement sûrs, notamment en littérature. Il aurait pu, comme son père, choisir le métier des armes, mais depuis la fin de l'épopée napoléonienne, l'armée française a perdu de sa superbe. Surtout, Louis manifeste moins le goût de l'aventure que celui de l'intériorité. Lors d'un séjour à Rennes, chez un oncle horloger, il découvre cet artisanat paisible et minutieux qu'est l'horlogerie, et tombe amoureux et du métier et de la Bretagne. Il y réside en 1842 et 1843 pour apprendre les bases de l'horlogerie tout en se plongeant dans la lecture des grands auteurs. Par le cahier dans lequel il retranscrit de nombreux textes, nous savons qu'il aime particulièrement les romantiques, avec une préférence pour Chateaubriand, mais qu'il apprécie aussi des textes de Bossuet, de Fénelon. Ses goûts littéraires révèlent un des traits de caractère majeurs de Louis. Il est très sensible à la beauté, que ce soit celle de la littérature ou celle des paysages bretons. Souvent, en marchant dans la campagne, il s'arrête pour pleurer d'émotion devant la magnificence de la création. Sensibilité romantique propre à son époque, mais dont Louis se démarque en distinguant toujours le Créateur dans ce qu'il contemple. Peu de choses le rendent aussi heureux que de prendre son bâton de pèlerin et de parcourir dans une grande prière des espaces magnifiques. C'est ce qu'il fait pour la première fois en septembre 1843, où il traverse les Alpes suisses à pied et découvre le rêve de sa jeunesse, le monastère du Grand Saint-Bernard. À 2500 mètres d'altitude se dresse la fière bâtisse où vivent les chanoines de Saint-Augustin, qui partagent leur temps entre vie contemplative et sauvetage en montagne. Prière, beauté, héroïsme, voilà de quoi séduire tout à fait ce jeune homme épris d'absolu. Pendant 2 ans, Louis laisse le désir de rentrer dans cet ordre mûrir en lui et poursuit à Strasbourg sa formation d'horloger. Ce sont de belles années. Il s'y fait d'excellents amis avec lesquels il vit une jeunesse joyeuse et priante. Mais il y met lui-même un terme en 1845, préférant retourner au Grand Saint-Bernard pour répondre à ce qu'il croit être un appel du Seigneur. C'est alors la déception. Le père abbé, d'abord enthousiaste face à ce jeune homme fervent et équilibré, montre des réticences quand il apprend que Louis n'est pas allé au lycée. Pour entrer dans son monastère, il faut connaître le latin. Il invite donc Louis à revenir après avoir repris et fini ses études. Ce dernier repart donc à Alençon, où, pendant plus d'1 an, il se plonge dans les livres et prend des cours particuliers de latin. Mais une maladie vient interrompre ses efforts. Louis y discerne un signe de la Providence et renonce, le cœur lourd, à la vie monastique. Il décide alors d'aller terminer sa formation d'horloger à Paris. Il est durement éprouvé par la vie parisienne, y faisant l'expérience de nombreuses tentations. Exemples de vie dissolue, invitation à rentrer dans une société secrète, influence de la libre pensée voltairienne, difficulté à garder une vie de prière dans l'agitation de la capitale. Selon son propre témoignage, il lui fallut beaucoup de courage pour en sortir victorieux. Son courage, dès cette époque, ne s'appuie pas sur sa propre force, mais sur celle de Dieu. Le jeune Louis redouble de prières et se confie en particulier à la Vierge dans le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, qu'il aimera toujours d'une manière particulière.
Son métier bien en main, soulagé, il regagne Alençon et y installe, rue du Pont-Neuf, son horlogerie, à laquelle il ajoutera bientôt une bijouterie. Louis a alors 27 ans. Durant 8 ans, sa vie va paisiblement s'écouler entre prière, travail, lecture et distraction. D'un caractère aussi gai et agréable que profond, il se fait rapidement de nombreux amis, qu'il rejoint régulièrement au Cercle Vital Romé, petit groupe qui porte le nom de son fondateur, grand ami de Louis, où on étudie le billard comme la foi. Il s'adonne également de longues heures à son passe-temps favori, la pêche. On le surnomme le Martin pêcheur. En 1857, il achète une petite tour octogonale baptisée le Pavillon, qu'il meuble sobrement, ornant ses murs, comme dans les monastères, de pieuses sentences révélatrices de sa spiritualité. Dieu me voit. L'éternité s'avance et nous n'y pensons pas. Bienheureux ceux qui gardent la loi du Seigneur. Il s'y retire régulièrement pour lire et prier. Voici la délicieuse description que le père Piat nous livre de Louis à cette période. Taille élevée, prestance d'officier, physionomie sympathique, front vaste et découvert, teint clair, avec un beau visage encadré de cheveux châtains, et, dans les yeux perses, une flamme douce et profonde. Il tenait à la fois du gentilhomme et du mystique, et ne manquait pas d'impressionner. Ni d'attirer l'attention des jeunes filles de la ville, mais Louis n'a pas encore fait le deuil de ses désirs de vocation monastique, et refuse catégoriquement toute idée de mariage. Il se remet même régulièrement au latin. C'est d'ailleurs une vie quasi monacale dans le monde que ce paisible jeune homme de 34 ans se rapproche de plus en plus. Mais sa mère veille au grain. Impossible pour Fanny Martin de voir son fils chéri finir vieux garçon. Elle cherche à tout prix à le marier et finit par trouver la perle rare. Marie-Azélie Guérin, dite Zélie, naît le 23 décembre 1831 à Saint-Denis-sur-Sarton, dans l'Orne. Comme chez les Martin, son père est militaire, a fait les guerres napoléoniennes et décide de prendre sa retraite à Alençon. Mais sa solde est maigre et la famille compte chaque pièce. Zélie n'a pas même de poupée. L'ambiance familiale ne semble pas avoir été des plus heureuses. Isidore Guérin, père, est un homme bon mais bourru, et son épouse, Louise Jeanne, une femme peu affectueuse, qui confond souvent foi et moralisme rigide. Zélie dira de son enfance qu'elle a été triste comme un linceul, et qu'avec sa mère trop sévère, elle a beaucoup souffert du cœur. Elle n'est pas plus épanouie sur le plan physique que sur le plan affectif. De 7 à 12 ans, elle est continuellement malade, puis passe son adolescence tourmentée par des migraines lancinantes, ce qui ne l'empêche pas de recevoir une bonne éducation chez les dames de l'adoration perpétuelle. Il y a heureusement son frère et sa sœur qui joueront dans sa vie un rôle capital. Élise, son aînée, sa confidente et son soutien, dont elle est aussi proche que si elles étaient jumelles, et Isidore, de 10 ans son cadet, qu'elle aime comme une mère. La famille Guérin est elle aussi issue d'une tradition catholique française très ancrée. On aime en particulier raconter les aventures du grand-oncle Guillaume, prêtre pendant la Révolution. Recherché par les Bleus, il était passé à la clandestinité. Un jour qu'il apportait l'Eucharistie à une famille, il fut attaqué par une bande de garnements. Il déposa le Saint-Sacrement sur un tas de cailloux, lui murmurant « Mon Dieu, gardez-vous tout seul pendant que je m'occupe des autres », et jeta les assaillants dans le marais voisin. Une autre fois, il ne dut la vie qu'à la présence d'esprit d'Isidore père, alors tout bambin, qui fit mine de jouer sur le coffre où son oncle se cachait de soldats.
Les Guérin ont la foi chevillée au corps, même si elle est teintée du rigorisme janséniste qui y sévit à l'époque. Zélie, par cette triste enfance, aurait pu n'être qu'une jeune femme angoissée, portée aux scrupules, hypersensible et manquant de confiance en elle. Elle est bien tout cela, mais réalise aussi, dès sa jeunesse, l'axiome de l'apôtre. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Doutant de ses propres forces, Zélie s'appuie très tôt sur celles de Dieu, sachant qu'elles ne lui feront jamais défaut. Sa relation avec lui est assez profonde pour qu'avant ses 20 ans, elle se croie appelée à la vie religieuse. Comme pour Louis, le choix du monastère est révélateur de sa généreuse personnalité. Zélie brigue l'habit des filles de la charité, sœurs apostoliques qui unissent une profonde vie de prière et le service actif des plus pauvres. Mais à nouveau le Seigneur, qui connaît bien le cœur de ses enfants, bloque la porte. La supérieure dit clairement à Zélie qu'elle ne croit pas à sa vocation. Pour Zélie, le coup est dur, mais elle n'est pas femme à s'apitoyer sur son malheur et décide de se lancer dans un métier. Pendant ses années d'études, elle avait appris les rudiments de ce noble artisanat qu'est le point d'Alençon. Cette dentelle arachnéenne qu'admirait déjà Napoléon requiert une intelligence manuelle et une finesse sans pareille. Zélie décide de s'y former et y excelle rapidement. Elle travaille tout d'abord dans une fabrique alençonnaise, mais attire les assiduités d'un membre du personnel, si bien qu'elle préfère quitter son travail. C'est alors que, le 8 décembre 1851, jour de la fête de l'Immaculée Conception, pendant qu'elle travaille dans sa chambre, elle entend clairement une voix intérieure lui dire « Fais faire du point d'Alençon ». Elle en parle immédiatement à Élise, qui l'encourage, lui promettant son soutien. Toutes deux se lancent dans cette entreprise plus qu'audacieuse, comme elle en conviendra plus tard. Comment avons-nous pu, sans aucune ressource pécuniaire, pour ainsi dire, sans aucune idée de commerce, mener tout à bonne fin, trouver à Paris des maisons qui veuillent bien nous donner leur confiance? C'est pourtant ce qui est arrivé, et en peu de temps, car dès le lendemain, nous nous mettions à l'œuvre. Elle n'a alors pas 20 ans. Zélie s'installe donc fabricante de points d'Alençon. La voici chef d'entreprise. Une autre merveilleuse description du père Piat nous la dépeint à cette époque. De taille un peu en dessous de la moyenne, le visage très joli et d'une expression toute pure, les cheveux bruns sobrement noués, le nez long et de lignes harmonieuses, les yeux noirs pétillants de décision, où passait par moments une ombre de mélancolie, la jeune fille avait de quoi plaire. Tout en elle était vivacité, finesse, amabilité. D'esprit sémillant et cultivé, de traits au sens pratique et de grand caractère, par-dessus tout de foi intrépide. C'était une femme supérieure qui devait attirer les regards. Les années passent entre prière et travail, unissant encore davantage les deux sœurs au sein des épreuves, celle d'une entreprise qui débute et celle de la vocation contrariée d'Élise. Cette dernière, en effet, tend vers le cloître, mais rencontre obstacle sur obstacle, problèmes de santé, crise de scrupules. Le 7 avril 1858, elle arrive enfin aux portes de la Visitation du Mans, avec ce désir radical « Je viens ici pour être une sainte ». Pour Zélie, la séparation est déchirante. À l'époque, elle ne supportait pas d'être éloignée une demi-journée de sa sœur. « Comment donc feras-tu quand je ne serai plus là ?» lui demande cette dernière. Zélie répond qu'elle partira aussi. Et c'est ce qu'elle fait 3 mois après l'entrée au couvent de Marie-Louise, dit Élise. Elle part épouser un Louis. La mère de Louis, Fanny Martin, prend à l'époque quelques cours de points d'Alençon et y rencontre Zélie, qu'elle apprécie immédiatement, voyant en elle, avec son instinct maternel aiguisé, une belle fille idéale. Elle en parle à Louis,
arguant sans doute moins de la beauté de la jeune femme que de sa piété. La résistance de Louis en est ébranlée, et il accepte de rencontrer Zélie. Cette dernière n'a pas une mère attentive pour la conseiller, mais l'Esprit Saint lui-même. Un jour sur un pont, Zélie croise par hasard Louis pour la première fois. Non seulement sa belle allure l'impressionne vivement, mais encore une voix intérieure lui confirme « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». Certains jeunes en période de discernement pourront envier une telle clarté. Mais n'oublions pas que Zélie, tout comme Louis d'ailleurs, a cherché, fait tout ce qu'elle pouvait, traversé des déserts pour trouver sa vocation. Et surtout, elle avait le cœur assez disponible pour entendre ainsi la voix de l'Esprit. Esprit qui n'a pas besoin de lui révéler l'identité du promis, puisque Fanny Martin y veille. Les deux jeunes gens se rencontrent donc en avril 1858 et très vite s'aiment. Leur accord s'établit rapidement, ils se fiancent et, avec l'accord du prêtre qui les prépare au mariage, ils décident de se marier le 13 juillet. De cette union naîtront 9 enfants, dont Louis et Zélie vont s'occuper tout en continuant à tenir l'horlogerie et le commerce de dentelle. 5 filles vivront assez longtemps pour faire connaître au monde entier leurs parents. Marie voit le jour en 1860, Pauline en 1861, Léonie en 1863, Céline en 1869, Thérèse en 1873. Et 4 petits anges partiront trop tôt pour le ciel. Hélène en 1870 à l'âge de 5 ans, Joseph en 1867, Jean-Baptiste Joseph en 1868 et une première Thérèse en 1870. Chapitre 2. Un mariage d'amour. Qui est ce couple formé par Louis et Zélie? Revenons à sa fondation en Dieu le 13 juillet 1858. À l'étrange horaire de minuit, selon une tradition locale, ils se donnent le sacrement du mariage. Louis offre alors à sa femme une belle médaille représentant Tobie et Sarah, le couple biblique. Au soir de ses noces, Tobie avait ainsi prié. « Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. » Zélie fera 15 ans plus tard le récit de son premier jour de mariage à sa fille Pauline. En fait de plus beaux jours de la vie, c'est assez original. Venue présenter son mari à sa sœur Visitantine, sœur Marie d'Osité, elle passe la journée à pleurer. Cette rencontre avec sa sœur religieuse réveille la souffrance de leur séparation et attise son regret de la vie consacrée, alors qu'elle vient de s'engager par son mariage à demeurer dans le monde. Mais il y a aussi un choc plus délicat à raconter. La veille, Louis a dû se charger de lui expliquer les choses de la vie, comme on disait alors, c'est-à-dire de la sexualité, dont Zélie était restée parfaitement ignorante. Cette ignorance nous semble stupéfiante aujourd'hui, mais elle était courante à l'époque. On imagine aisément la difficulté de Zélie à digérer ces soudaines révélations, difficulté qui explique une partie des larmes du lendemain. C'est alors que Louis, avec une délicatesse peu commune, propose à Zélie de vivre comme frère et sœur. La raison de cette proposition ne se trouve pas uniquement dans le profond respect qu'il a pour sa femme, mais aussi dans son aspiration à la sainteté. Louis avait étudié la question de la virginité dans le mariage. On a retrouvé dans ses carnets plusieurs textes sur la validité des mariages non consommés, dont l'exemple le plus parfait est celui de Marie et Joseph. Pour ces jeunes gens qui avaient rêvé de se consacrer à Dieu, à une époque où l'on chantait beaucoup dans l'Église la perfection de la virginité, la solution semble toute trouvée. Se marier, certes, mais vivre dans le mariage comme des religieux. On pourra sourire de ce projet, mais qu'on se représente ce qu'il sous-entend de générosité et de respect de l'autre.
Parlant à mots couverts de ce choix, lorsqu'elle raconte à Pauline sa première journée de mariage, Zélie commente « Ton père me comprenait et me consolait de son mieux, car il avait des goûts semblables aux miens. Je crois même que notre affection réciproque s'en est trouvée augmentée. Nos sentiments étaient toujours à l'unisson. » Ils vivent donc pendant 10 mois en frères et sœurs, sans se replier pour autant sur eux-mêmes, puisqu'ils accueillent alors un petit garçon que leur confiera pendant quelques années un père débordé. Temps de maturation pour leur couple et pour la compréhension de leur vocation. Peu à peu, Louis et Zélie découvrent que le mariage, loin d'être une solution de rechange prévue par Dieu après l'échec de leur projet de consécration, est leur véritable appel à vivre pleinement. Lorsque leur confesseur les invite à mettre un terme à leur abstinence, ils sont prêts à l'accepter. La venue des bébés les confirme encore davantage dans leur vocation. Quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont un peu changé. Nous ne vivions plus que pour eux, c'était tout notre bonheur, et nous ne l'avons jamais trouvé qu'en eux. Enfin, rien ne nous coûtait plus, le monde ne nous était plus à charge. Celle qui s'exclamera qu'elle était faite pour avoir des enfants garde avec son mari un grand respect pour la vie religieuse, mais pas de regret. Oh, va, je ne me repens pas de m'être mariée. Dieu a orienté leur désir de sainteté vers la forme de vie la plus à même de les épanouir, le mariage, et en particulier le fait d'être parents. Louis et Zélie entendent un appel à avoir beaucoup d'enfants et, selon leur belle expression, à les élever pour le ciel. Contrairement à leur première idée, ce n'est pas malgré le mariage, mais dans et par le mariage, qu'ils se sanctifient. Le couple formé par Louis et Zélie repose sur une amitié solide, pleine de tendresse et de complicité, que les années ne font qu'approfondir. Après 5 ans de mariage, Zélie écrit « Je suis toujours très heureuse avec lui, il me rend la vie bien douce. C'est un saint homme que mon mari, j'en désire un pareil à toutes les femmes. » Quand Zélie parle de ou à son époux, elle ne peut s'empêcher de rajouter un adjectif toujours le même, « mon bon Louis », petit mot qui en dit long sur leur relation. Mais plus encore que l'amitié, on devine derrière le manque qu'ils expriment quand une occasion les sépare, la part énorme que chacun a dans le cœur de l'autre. Les lettres qu'ils s'écrivent, alors, montrent toute la vivacité d'un amour plein de tendresse. Les enfants sont ravis. Si le temps était beau, elles seraient au comble du bonheur. Mais moi, je suis dure à la détente. Rien de tout cela ne m'intéresse. Je suis absolument comme les poissons que tu tires hors de l'eau. Ils ne sont plus dans leur élément. Il faut qu'ils périssent. Cela me ferait le même effet si mon séjour devait se prolonger longtemps. Je me sens mal à l'aise. Je ne suis point dans mon assiette, ce qui influe sur le physique, et j'en suis presque malade. Cependant je me raisonne et tâche de prendre le dessus. Je te suis en esprit toute la journée. Je me dis, il fait telle chose en ce moment. Il me tarde bien d'être auprès de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur, et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. Je t'embrasse comme je t'aime. Et moi, de jeune mariée amoureuse? Non, l'année de cette lettre est la 15e depuis leur mariage. Louis est alors devenu l'élément de Zélie. Et quand Louis, à son tour, doit s'éloigner du foyer pour affaires, il lui écrit avec toute sa délicatesse. « Cher ami, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi. Le temps me paraît long, il me tarde d'être près de toi. Inutile de te dire que ta lettre m'a fait grand plaisir, sauf d'y voir que tu t'y fatiguais beaucoup trop. Ainsi je te recommande bien le calme et la modération, dans le travail surtout. J'ai quelques commandes de la compagnie lyonnaise. Encore une fois, ne te tourmente pas tant, nous arriverons, Dieu aidant, à faire une bonne petite maison.
j'ai eu le bonheur de communier à Notre-Dame des Victoires, qui est comme un petit paradis terrestre. J'ai aussi fait brûler un cierge à l'intention de toute la famille. Je vous embrasse de tout cœur en attendant le bonheur de vous être réunis. J'espère que Marie et Pauline sont bien sages. Ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. Ces trop rares lettres nous dévoilent une complicité qui résiste aux années et aux petits accrocs qu'on devine entre les lignes. Quand tu recevras cette lettre, je serai occupé à t'arranger ton établi. Il ne faudra pas te fâcher, je ne perdrai rien, même pas un vieux carré, pas un bout de ressort, enfin rien. Et puis ce sera propre dessus et dessous. Tu ne diras pas que j'ai seulement déplacé la poussière, car il n'y en aura plus. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. Ta femme qui t'aime plus que sa vie. Tout à toi sont les derniers mots que Zélie écrira à Louis. Ces lettres et les témoignages de ses filles laissent deviner l'épouse que Zélie était, joyeuse, vive, tendre et disponible à chacun, confiante en son mari et pleine d'humour, avec un don spécial pour l'autodérision. Le contraste est saisissant avec la manière dont elle se perçoit, angoissée, déprimée, loin de la sainteté. L'angoisse est bien présente tout au long de sa vie, et, elle l'avoue, c'est parfois pour elle un véritable supplice. Quand les épreuves sont trop lourdes, elle se laisse ainsi envahir par ce qu'elle appelle des idées noires. Mais toujours et de plus en plus, sa foi et la présence apaisante de Louis l'aident à surmonter ses souffrances. Zélie est une femme forte et sainte, non parce qu'elle n'a pas de peur et de fragilité, mais parce qu'avec celle-ci, elle se donne sans compter aux autres, à Dieu, dans une confiance sans cesse approfondie. Sa grande sensibilité la rend d'une exquise délicatesse pour les autres. C'est en outre une femme d'action. Elle travaille pour sa famille et son entreprise sans relâche, sans prendre le temps de s'écouter. Sentant en elle le besoin de se donner en permanence, elle y répond avec tant de générosité qu'elle mourra, pour ainsi dire, l'aiguille à la main, sans avoir jamais pris le moindre repos. Céline décrit ainsi sa mère au procès de béatification de Thérèse. Notre mère était douée d'une intelligence supérieure et d'une énergie extraordinaire. Elle se décrit elle-même à son insu en voulant éclairer son frère sur le choix d'une bonne épouse. Le principal est de chercher une bonne femme d'intérieur, qui n'ait pas peur de salir ses mains au travail et qui n'aime la toilette que comme il faut l'aimer, qui sache élever ses enfants dans le travail et la piété. Certes, tout cela manque un peu de romantisme. Louis et Zélie n'en sont pas dépourvus, mais à une époque où les mariages d'amour restent une exception, les conseils de Zélie révèlent son bon sens normand. Zélie est donc une bonne épouse pour Louis, qui lui est bien complémentaire. Calme et réfléchi, il assume la responsabilité de sa famille et soutient sa femme avec beaucoup de délicatesse. On a souvent dit de lui qu'il était un homme doux, en sous-entendant parfois une certaine mollesse. Il en est loin. Louis n'a rien à envier à l'énergie de sa femme. L'extrême douceur qui, au soir de sa vie, frappera son entourage, a moins été innée qu'acquise par une pratique fidèle de la charité. Thérèse le dira elle-même. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Pas plus que Zélie, il ne ménage sa peine pour les siens. Louis est avant tout un homme d'une grande droiture, ne supportant pas l'injustice ni l'hypocrisie. Son tempérament énergique offre sa pleine mesure quand il s'agit de lutter pour des causes spirituelles ou contre des iniquités. Il est ainsi capable, lui qui aime si peu écrire, de harceler de courriers les administrations pour faire entrer un vieillard nécessiteux à l'hospice. La bonté de Zélie arrondit les angles, en l'incitant par exemple à plus de miséricorde envers une ouvrière peu digne,
ou en l'empêchant de trop se renfermer dans la solitude. Louis et Zélie ont en commun, outre leur milieu d'origine et leurs idées sociales, un cœur généreux, une énergie bien employée, le goût d'un travail qui requiert finesse et patience, et surtout, nous y reviendrons, la soif de Dieu. D'après le témoignage unanime de leur fille et la correspondance familiale, la communication entre les époux est profonde et vraie. Ils se parlent en toute franchise et souvent se devinent. Ils n'avaient pas besoin de me le dire, je le savais bien. Louis n'hésite pas à raconter à sa femme ses tentations passées de jeune Parisien, afin que ce récit puisse servir à Isidore, alors étudiant dans la capitale. Ils parlent également des 1001 petites choses du quotidien, se racontent les aventures des enfants. Leur sujet de conversation favori porte sur les choses de la foi, et ils aiment à lire des vies de saints et à en discuter. Ils partagent leurs impressions et s'édifient l'un l'autre. Ils savent aussi respecter le silence et l'espace de chacun, ainsi que leurs différences. Louis se retire régulièrement au pavillon ou part en pèlerinage. Zélie, elle, prend un temps particulier pour écrire ses confidences à son frère et à sa sœur, ou participe de son côté à des réunions de piété. Quant aux soucis, petits ou grands, du quotidien, ils les portent ensemble. Louis rassure souvent Zélie, qui garde de son enfance une tendance à l'angoisse. « Encore une fois, ne te tourmente pas tant. » À la fin de sa vie, elle écrira de son mari « Il me fut toujours un consolateur et un soutien. » Zélie, à son tour, sait le soutenir, par exemple lorsque Louis craint pour sa santé. « J'ai vu bien des fois mon mari se tourmenter à ce sujet pour moi, qui restais on ne peut plus tranquille. Je lui disais « N'aie pas peur, le bon Dieu est avec nous. » Quand les soucis envahissent la maisonnée, c'est elle, en âme du foyer, qui égaie tout le monde. Avec une belle harmonie, Louis et Zélie sont donc piliers l'un pour l'autre. Bien sûr, il y a dans le couple les frictions que créent les petits imprévus agaçants. Ainsi, Louis, pourtant voyageur aguerri, oublie un jour de descendre du train qui le ramène de Lisieux à Alençon avec ses filles, laissant sa femme l'attendre anxieusement avec un déjeuner inutile qu'elle avait passé la matinée à préparer. La première contrariété passée, on s'empresse d'en rire en écrivant l'aventure à Isidore. Il leur arrive de se disputer sans que toutefois cela envenime leurs relations, comme le montre l'anecdote suivante. Pauline, alors âgée de 7 ans, entendant un jour le ton monter, s'approche de sa mère. « Maman, est-ce que c'est cela un mauvais ménage ?» Zélie éclate de rire et s'empresse de raconter à son mari, qui en rit à son tour, le bon mot qui devient dès lors une plaisanterie familiale. Comme dans beaucoup de couples, le sujet majeur de désaccord concerne les enfants. Si sur les lignes directrices de l'éducation, Louis et Zélie s'entendent parfaitement, leur avis peut diverger quant aux menues décisions à prendre. Zélie emmène un jour le bébé Céline à Lisieux, alors que Louis pense que c'est une folie. Lui-même renvoie Marie malade en pension, contre l'avis de sa femme, ce qui provoque d'ailleurs une belle épidémie de rougeole dans toute l'école. Les récits de Zélie ne portent pas trace de rancune de tout cela, et mettent au contraire en lumière un bel équilibre. Louis prend la plupart des décisions en homme de son époque, et, pour ainsi dire, en homme biblique. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée.
C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Lettre aux Éphésiens 5, 21-33. Les Martins incarnent parfaitement ce modèle de couple évangélique et lui donnent un visage humain. Car Louis n'exerce pas son autorité de manière unilatérale. Il est ouvert à la discussion, et même s'il n'adopte pas les vues de son épouse, il la laisse bien souvent faire à son idée. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est aussi vrai dans le couple Martin, comme nous le montre cette charmante histoire que Zélie relate à Pauline. Pour la retraite de Marie à la Visitation, tu sais comme il aime peu à se séparer de vous, et il avait d'abord formellement dit qu'elle n'irait pas. Je le voyais si bien décidé que je n'avais pas essayé de plaider la cause. J'ai au contraire approuvé, bien résolu dans le fond à revenir à la charge. Hier soir, Marie se lamentait à ce propos. Je lui ai dit « Laisse-moi faire. J'arrive toujours à ce que je veux, et sans combat. Il y a encore 1 mois d'ici là. C'est assez pour décider ton père 10 fois. » Je ne me trompais pas, car à peine 1 heure après, lorsqu'il est rentré, il s'est mis à parler très amicalement à ta sœur, qui travaillait alors avec activité. « Bon, me dis-je, voilà le moment. » Et j'ai insinué mon affaire. « Tu désires donc beaucoup faire cette retraite ?» dit ton père à Marie. « Oui, papa. »« Eh bien, vas-y. » Et lui, qui n'aime ni les absences ni les dépenses, m'affirmait encore hier. « Je ne veux pas qu'elle y aille, et certainement elle n'ira pas. On n'en finit plus avec tous les voyages du Mans et de Lisieux. » Je disais tout comme lui, mais avec une arrière-pensée. Il y a longtemps que je connais la ruse du métier. Aussi, quand je dis à quelqu'un « mon mari ne veut pas », c'est que je n'ai pas plus envie que lui de la chose. Car lorsque les raisons sont justes de mon côté, je sais bien l'y décider, et je trouve que j'avais une bonne raison de vouloir que Marie aille à la retraite. Il est vrai que c'est une dépense, mais l'argent n'est rien quand il s'agit de la sanctification et de la perfection d'une âme. Et l'année dernière, Marie m'est revenue toute transformée. Les fruits durent encore. Cependant, il est temps qu'elle renouvelle sa provision. Au fond d'ailleurs, c'est bien aussi la pensée de ton père, et c'est pour cela qu'il a cédé si gentiment. Notons bien que si Zélie peut ainsi doucement manipuler son mari, c'est parce que sur le fond, ils sont d'accord. Manipuler est d'ailleurs un bien grand mot pour désigner le comportement d'une femme qui, quelques jours plus tard, écrit à sa fille, en reprenant une phrase restée inachevée. « Ma chère Pauline, j'en suis restée à ce dernier mot. Dimanche soir, à 7 heures, ton père est venu me demander de sortir avec lui. Et, comme je suis bien obéissante, je n'ai pas fini ma phrase. » Ces épisodes mettent bien en valeur le caractère très féminin de Zélie, la souplesse de Louis et surtout leur profonde bonne entente. Pour bien comprendre la vie du couple Martin, il faut aussi connaître leurs proches et leur milieu. Proches entre les proches sont le frère et la sœur de Zélie. Si Louis fréquente peu sœur Marie d'Osité, qui vit trop loin pour qu'on puisse souvent aller la voir, il n'ignore pas l'influence qu'elle a sur sa femme. Liées par le sang et par une profonde amitié, elles le sont aussi par une vraie fraternité spirituelle. Si tu voyais cependant la lettre que j'ai écrite à ma sœur du Mans, tu serais jaloux. Il y a 5 pages, écrit-elle malicieusement à Isidore. Mais à elle, je lui dis des choses que je ne te dis pas. Nous nous entretenons ensemble d'un monde mystérieux, angélique. À toi, il faut parler de la boue de la terre. Quel dommage que ces lettres n'aient pas été conservées. Elles ont disparu, tout comme celles adressées à ses filles pour les préparer à leur communion,
qui faisait l'admiration des religieuses de la Visitation. Les lettres que nous avons de Zélie ne nous la montrent qu'avec une aiguille à coudre dans une main et un bébé dans l'autre. Mais même ces lettres très concrètes nous révèlent sa profonde vie intérieure. Sœur Marie d'Auzité joue un rôle majeur dans son cheminement. Confidente des peines comme des joies, elle saura, nous le verrons, y faire découvrir à Zélie la main de Dieu. Cette dernière n'entreprend aucune démarche dans ses affaires sans la recommander à la prière de la Sainte du Mans, comme elle dit, a fortiori pour les affaires familiales. Quant à Isidore, il reste toujours le petit frère choyé. De 10 ans son aîné, elle joue pour lui avec sœur Marie d'Auzité un rôle presque maternel. Du Mans et d'Alençon pleuvent sur la tête du pauvre Isidore de pieux conseils. Il fait mine de s'en moquer, mais les apprécie beaucoup et finit par les suivre. Isidore se marie ainsi en 1866 avec Céline Fournet, une épouse tout à fait selon le goût de ses sœurs, c'est-à-dire bonne, pieuse, simple et travailleuse. On a peu parlé de cette femme discrète dans l'entourage de Thérèse, pourtant elle est très aimée de tous les Martin. En 1875, Zélie écrit « J'ai une belle-sœur qui est d'une bonté, d'une douceur incomparable. Marie dit qu'elle ne lui connaît pas de défaut, ni moi non plus. Je t'assure que je l'aime comme une sœur. Elle a l'air de me rendre la pareille, et elle témoigne à mes enfants une affection quasi maternelle. Elle a eu pour elle toutes les attentions possibles. » Isidore reprend la pharmacie de son beau-père à Lisieux et s'investit de plus en plus dans la vie de l'église locale, jusqu'à tenir le journal chrétien de Lisieux. Une fois Isidore établi, les rapports s'équilibrent et Zélie peut lui écrire « Je te connais de vieille date et je sais que tu m'aimes et que tu as bon cœur. Si j'avais besoin de toi, je suis sûre que tu ne me ferais pas défaut. Notre amitié est sincère. Elle ne consiste pas en de belles paroles, il est vrai, mais elle n'en est pas moins solide et bâtie sur la pierre. Ni le temps, ni les hommes, ni même la mort ne la détruiront jamais. » Toutes les lettres qu'elle lui envoie prouvent son affection. Zélie y partage profondément tous les sentiments de son frère. Lorsqu'il perd un enfant, elle le pleure comme si c'était le sien. Très souvent, Zélie a le désir d'aller retrouver quelques jours son frère et sa famille à Lisieux. C'est pour elle et par la suite pour ses enfants la plus belle des fêtes. Isidore est aussi le conseiller médical, pas toujours heureux il faut le dire, de la famille. Tous les petits problèmes de santé sont soumis à son jugement, que l'on écoute avec une confiance touchante. Les Martin apportent de leur côté toute l'aide qu'ils peuvent aux Guérin, conseils, prêts d'argent, et Louis va jusqu'à démarcher avec zèle des clients pour son beau-frère. Malgré la distance difficile à franchir entre Lisieux et Alençon, surtout quand on de part et d'autre on est travail et bébé, le lien entre les deux familles, alimenté par le fréquent courrier, reste toujours très fort. Les lettres des Lexoviens sont lues, relues, transmises à toute la famille. Et Zélie n'hésite pas, parfois, à se lever à 4h30 du matin pour y répondre. Ce lien est si important pour Zélie qu'elle écrit en 1875 « Si je n'avais point un foyer et des enfants, je ne vivrais que pour eux. Je leur donnerais tout l'argent que je gagne. Mais puisque je ne puis le faire, le bon Dieu y pourvoira. » Situons maintenant le milieu dans lequel Louis et Zélie évoluent. C'est au sein de la paroisse et de différents cercles catholiques qu'ils fréquentent leurs amis, peu nombreux mais proches. Les Romée, les Madelonde, les Boulle, les Leriche, Madame Lecomte viennent régulièrement leur rendre visite rue du Pont-Neuf, puis à partir de 1871 au 34 rue Saint-Blaise. Cette charmante petite maison bourgeoise, située en face de la sous-préfecture et que l'on peut encore visiter aujourd'hui, sera la première demeure de Thérèse et la dernière de sa mère. Celle-ci commente « Nous sommes parfaitement logés. Mon mari a fait arranger tout bien pour que je m'y plaise. » Quant aux sorties mondaines, très peu pour eux. Rapidement après leur mariage, le jeune couple préfère les rencontres dans l'intimité
au chassé-croisé superficiel des grandes soirées. Zélie s'amuse à dépeindre dans ses lettres les ridicules de la bonne société. Je connais beaucoup de jeunes dames qui en ont la tête à l'envers. Il y en a, le croiriez-vous, qui font venir des ouvrières du Mans pour confectionner leurs toilettes, dans la crainte que les ouvrières d'Alençon ne révèlent leurs secrets avant le jour célèbre des manifestations. N'est-ce pas risible tout cela? Ces lettres ont un côté Madame de Sévigné. Elle se plaît à décrire non seulement des anecdotes piquantes pour réjouir les Lexoviens, mais aussi toutes les scènes de la vie d'Alençon qui la frappent. Mais elle sait aussi reconnaître ses propres travers. Et moi qui ai eu la lâcheté de me moquer de Madame Y, j'en ai un regret infini. Je ne sais pourquoi je n'ai pas de sympathie pour elle. Elle ne m'a jamais fait que du bien et rendu des services. Moi qui déteste les ingrats, je n'ai donc qu'à me détester, car je ne suis pas autre chose qu'une vraie ingrate. Aussi, je veux me convertir tout de bon, et j'ai déjà commencé, car depuis quelque temps je saisis toutes les occasions de dire du bien de cette dame. Cela est d'autant plus facile qu'il s'agit d'une excellente personne, valant mieux que tous ceux qui se moquent d'elle, à commencer par moi. N'imaginons pas Louis et Zélie repliés sur eux-mêmes. Ils sont au contraire très attentifs à ce qui se passe autour d'eux, au niveau local comme national. La lecture régulière de la Croix les informe sur l'actualité politique qu'ils suivent avec autant plus d'attention qu'en ces temps d'anticléricalisme, c'est aussi la situation des catholiques qui est en jeu. Ainsi Zélie est-elle bouleversée en apprenant l'assassinat de l'archevêque de Paris et de 64 prêtres pendant la Commune. Écoutant les oiseaux de malheur de son temps, elle craint pendant plusieurs mois une révolution. Mais son bon sens reprend le dessus. Les troubles ne sont pas venus comme on le prédisait. Maintenant, je n'y crois plus pour cette année, et je suis bien décidé à ne m'en rapporter à aucun prophète, ni à aucune prophétie. Je commence à devenir très incrédule. Forte de cette expérience, et conformément à l'usage de l'époque, elle laisse la politique proprement dite à son mari. Je ne m'occupe pas plus des événements extérieurs que ma petite Thérèse, qui a 1 an, écrit-elle en 1874. Louis, lui, en discute avec ses amis, son beau-frère, et essaiera même plus tard d'initier Thérèse à ses vues sur le sujet. Thérèse en conclura, mais on peut douter de son objectivité, que si son père était roi de France, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant Louis ne s'engage pas politiquement. Son combat se situe sur un autre terrain. Aux grandes déclarations d'intention des dirigeants, il préfère l'aide concrète aux malheureux autour de lui et aux manifestations, la prière. C'est ainsi qu'après la guerre de 1870, il rejoint l'immense pèlerinage qui se rend à Chartres pour prier pour la patrie. Il y retrouve 20 000 autres participants et doit dormir dans une chapelle souterraine où les messes continuent toute la nuit. Il y retourne en 1873 et écrit alors à Pauline « Prie bien, ma chère petite, pour le succès du pèlerinage de Chartres, dont je vais faire partie, et qui groupera de nombreux pèlerins de notre belle France, au pied de la très sainte Vierge, afin d'en obtenir les grâces dont notre patrie a tant besoin pour se montrer digne de son passé. » Nul doute qu'il eût vibré à la fameuse interpellation de Jean-Paul II « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Louis et Zélie sont donc des catholiques de leur temps, pour qui foi et patriotisme se confondent, vivant dans la crainte de la gauche anticléricale et en même temps dans la ferme conviction que le Seigneur soutient leur pays. L'anticléricalisme est à l'époque une réalité dont nous avons peu idée aujourd'hui. Ainsi Louis, quand il revient d'un pèlerinage à Lourdes en 1873, se fait insulter dans la gare de Lisieux parce qu'il porte une petite croix rouge sur la poitrine et manque d'être conduit au poste de police sous prétexte que la mairie avait interdit aux pèlerins de revenir en procession. Les querelles entre catholiques et anticléricaux vont croissant à leur époque, et face à elles, les Martins affirment toujours, sans violence, leur foi.